Le curseur clignotait. Une pulsation rythmique et silencieuse dans l'obscurité de mon bureau. Il était 2h17 du matin. Dehors, les résidences modernes du quartier Confluence à Lyon dormaient sous une chape de quiétude urbaine. À l'intérieur, mon monde était un cri silencieux. Mon doigt flottait au-dessus de la souris, aussi stable que la main d'un chirurgien. L'email était rédigé. Les pièces jointes étaient chargées. 2 billets en première classe pour l'île Maurice. Une réservation pour la suite nuptiale au Constance Prince Maurice. La destination était le paradis. L'intention était l'enfer. Le destinataire était Benjamin Fischer. L'objet du mail était simple, presque amical, un petit quelque chose pour votre anniversaire de mariage. Je pensais à son visage aimable et confiant. Je pensais à sa femme, ma meilleure amie, celle qui avait tenu mon bouquet à la mairie. Je pensais à mon mari, dont je pouvais encore entendre la respiration depuis la chambre d'amis. Au bout du couloir, un tremblement parcourut ma main. Mais ce n'était pas de l'hésitation. C'était le bourdonnement sourd d'une machine qui se mettait en marche. Une machine dont j'ignorais l'existence en moi jusqu'à présent. Je cliquai sur « Envoyer ». L'écran confirma l'action avec une petite notification polie. C'était fait. La première pierre était lancée. Et elle allait provoquer des ondes à la surface de notre lac parfait et placide. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil en cuir. La fraîcheur du matériau contrastant vivement avec le feu dans mes veines. Une pensée calme, d'une clarté terrifiante, s'installa dans mon esprit. L'architecte allait devenir l'experte en démolition. Une semaine plus tôt. Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées de notre appartement, projetant de longues lignes pures sur le sol en béton ciré. Notre appartement n'était pas juste un lieu de vie. C'était une affirmation. Mon affirmation. En tant qu'architecte, j'aspirais à l'ordre, à la précision et à la beauté fonctionnelle. Ma vie était bâtie sur les mêmes principes. L'odeur des grains de café fraîchement moulus d'un torréfacteur lyonnais emplissait l'air. Il était 6h30. Et mon horloge interne était aussi fiable que la montre suisse à mon poignet. Adrien, mon mari, était déjà dans la cuisine, le dos tourné, affairé devant la machine à expresso. Il se mouvait avec une grâce naturelle, le tissu blanc de sa chemise impeccable sur sa peau hâlée. « Bonjour. Élie. » dit-il sans se retourner. Il connaissait le bruit de mes pas. Il savait l'instant exact où j'apparaîtrais sur le seuil de la cuisine. « Bonjour. » répondis-je, ma voix encore douce de sommeil. Je m'approchai derrière lui, enlaçant sa taille de mes bras et posant ma joue contre son dos. Il était solide. Fiable. La pierre angulaire de la vie que j'avais si soigneusement conçue. « Tu prépares mon préféré. » Il eut un petit rire. Un son grave et chaleureux. « En existe-t-il un autre ?» Il se tourna dans mes bras. Une tasse fumante dans chaque main. Il m'en tendit une. Nos doigts s'effleurèrent. C'était un petit moment quotidien. Mais il semblait important. La pièce d'une mosaïque plus grande et plus belle. Ses yeux, couleur de miel chaud, se plissèrent au coin quand il sourit. À une autre journée parfaite au paradis. Nous bûmes notre café sur la terrasse qui surplombait les eaux calmes et grises de la Saône. Nous parlâmes de notre journée. Il avait une réunion importante avec un client. J'avais une dernière révision des plans pour une nouvelle galerie d'art près de la place Bellecour. Nous étions une équipe. Un couple de pouvoir. Les Vance. Les gens de notre cercle nous regardaient avec une sorte d'admiration. Parfois même d'envie. Nous avions tout. Les carrières brillantes. L'appartement spectaculaire. L'amour apparemment sans effort. J'y croyais.
Je l'entretenais. Je me réveillais chaque matin et je polissais cette vie jusqu'à ce qu'elle brille. Notre 5e anniversaire de mariage était dans une semaine. Tu as une idée de ce que tu veux faire? Demanda Adrien en prenant une gorgée de café. Je pensais peut-être à une petite escapade. Un week-end dans le Beaujolais? Ou on pourrait juste rester ici? Réserver une table à la Canopée. La Canopée était le restaurant où il m'avait demandé en mariage. C'était notre endroit. Ce serait adorable, dis-je, posant ma tête sur son épaule. Mais restons simples. Juste nous deux. Juste nous deux, répéta-t-il. Sa voix comme une douce promesse. Toujours. Plus tard dans la journée, la sonnette retentit avec sa mélodie agréable. J'ouvris et découvris Chloé Fischer sur le pas de la porte. Une bouteille de champagne coûteux dans une main et un sourire capable d'illuminer une pièce sur le visage. Cadeau d'anniversaire en avance, déclara-t-elle, passant devant moi pour entrer dans le hall dans un nuage de parfums de créateur et d'énergie contagieuse. Chloé était mon opposé en tout point. Là où j'étais mesurée, elle était spontanée. Là où j'étais minimaliste, elle était un tourbillon de couleurs et de chaos. Elle était ma meilleure amie depuis que nous avions 5 ans et que nous construisions des cabanes avec les coussins du canapé. Elle avait été mon témoin de mariage. Celle qui m'avait tenu la main en me disant que je ne faisais pas une erreur lorsque le trac d'avant-cérémonie menaçait de m'engloutir. Elle faisait partie de la famille. Chloé. Tu n'aurais pas dû, dis-je. Bien que je souris. N'importe quoi. 5 ans. C'est important. Ce sont les noces de bois. Tu sais. Elle remua les sourcils. Mais je me suis dit que le champagne était plus amusant. Je ris et lui pris la bouteille. Adrien n'est pas encore rentré. Il avait une réunion tardive. Parfait. Il y en aura plus pour nous. Alors? Dit-elle en se dirigeant déjà vers la cuisine. Comment va le dieu de la finance? Toujours à charmer les vieilles fortunes lyonnaises? Quelque chose comme ça, dis-je en attrapant 2 flûtes. Nous nous assîmes au grand îlot de marbre au centre de ma cuisine. Le bruit du bouchon qui saute résonnant dans l'espace au haut plafond. Chloé parla d'un mariage qu'elle organisait. Son travail d'organisatrice d'événements en freelance était l'exutoire parfait pour sa personnalité et j'écoutais, sirotant le liquide froid et pétillant. Notre amitié était comme cet appartement, une structure solide et belle que je ne remettais jamais en question. Et Ben? Demandai-je. Comment va mon prof d'histoire géo préféré? Le mari de Chloé. Benjamin. Était la bonté même. Un homme gentil. Stable. Qu'il adorait. Il était aussi calme qu'elle était bruyante. L'encre de son cerf-volant. Oh. Tu connais Ben? Dit-elle en agitant une main dédaigneuse. Bien que son sourire soit affectueux. Il corrige des copies sur la Commune de Paris et s'enthousiasme pour un nouveau documentaire sur les Mérovingiens. C'est un amour. Prévisible. Mais un amour. Elle but une longue gorgée de champagne. Ses yeux balayant ma cuisine parfaite. Mon Dieu. Ellie. Tu as vraiment réussi. Tu t'es construit la vie parfaite. L'appartement parfait. Le mari parfait. Parfois. Je vous regarde. Adrien et toi. Et je me dis. Vous sortez tout droit d'un magazine. Ce n'est pas parfait? Dis-je. Une réponse humble et réflexe. Mais dans mon cœur, je pensais que ça l'était. Ou du moins, que c'était ce qui s'en approchait le plus. D'ici. Ça a l'air parfait? Dit-elle. La voix un peu plus douce. Elle remplit nos verres. Alors? Qu'est-ce que vous faites? Les tourtereaux? Pour le grand jour?
On n'est pas encore sûr. Adrien a parlé de la canopée. Classique. Acquiesça-t-elle. Romantique. Sûr. Elle me regarda. Une lueur étrange dans les yeux. Vous devriez faire un truc fou. Aller à l'île Maurice. C'était votre destination de lune de miel de rêve? Non. On n'a jamais eu le temps. Dis-je. Le travail était trop prenant pour nous deux à l'époque. Prenez le temps. Insista-t-elle. La vie est trop courte pour mettre le paradis en attente. Elle leva son verre. À 5 ans. Et à 50 de plus. À 50 de plus? Fis-je écho. Trinquant avec elle. Le son était clair et brillant. Le lendemain. J'étais au bureau de mon cabinet d'architecte dans le centre de Lyon. Entièrement concentré sur le projet de la galerie. J'aimais ce défi. Cette danse complexe de la lumière? De l'espace et des matériaux. J'étais dans mon élément. En contrôle. Mon assistant, un jeune diplômé enthousiaste nommé Marc, frappa à la porte de mon bureau. Éléonore? Votre rendez-vous de 14 heures vient d'appeler. Monsieur Chen est malade. Il est vraiment désolé. Mais il doit reporter la visite de chantier. Je clignai des yeux, levant le regard des plans étalés sur mon bureau. Mon rendez-vous de 14 heures était mon dernier de la journée. Soudain, mon après-midi était entièrement libre. Un vide rare et imprévu. Un sourire se dessina sur mon visage. Adrien. Je pouvais rentrer tôt. Je pouvais le surprendre. Nous pourrions avoir un long après-midi paresseux ensemble avant nos engagements respectifs de la soirée. Pas de problème. Marc. Reporté à vendredi matin? Dis-je en commençant déjà à ranger mes affaires. Et pouvez-vous retenir tous mes appels pour le reste de la journée? Bien sûr. Le trajet du centre-ville à Confluence fut rempli d'une anticipation légère et joyeuse. J'augmentai le volume de la musique. Un groupe de pop française qu'Adrien et moi aimions tous les deux. Le soleil amorçait sa lente descente, peignant le ciel de nuances orangées et roses au-dessus de Fourvière. J'imaginais son visage quand j'entrerais. La surprise. Puis le lent sourire. Peut-être ouvririons-nous une bouteille de vin pour nous asseoir sur la terrasse. Peut-être nous laisserions-nous simplement tomber sur le lit et oublierions-nous que le monde extérieur existait pendant quelques heures. Je me garai dans notre parking souterrain immaculé. L'appartement, vu de l'extérieur du bâtiment, semblait serein. Un monument à une vie bien menée. Je remarquai une voiture inconnue garée un peu plus loin dans la rue. Une berline noire? Mais je n'y prêtai pas attention. Je me laissai entrer par la porte d'entrée. Mes mouvements silencieux. Je voulais que la surprise soit totale. Adrien? Appelai-je doucement en posant mon sac à main et mes clés sur la console dans l'entrée. Silence. Ce fut la première chose qui me parut anormale. L'appartement était trop silencieux. Adrien avait toujours de la musique? Ou les informations en fond sonore? Le silence était lourd. Contre nature. Une odeur étrange flottait dans l'air. Faible mais entêtante. C'était du parfum. Pas le mien. Mon cœur commença à battre un peu plus vite. Une pointe de malaise? Rien de plus. Il est probablement en conférence téléphonique dans son bureau. Me dis-je. Il a son casque anti-bruit. Je traversai le grand salon ouvert. Mes talons claquant doucement sur le sol. Tout était à sa place. Les livres d'art sur la table basse étaient parfaitement alignés. Le plaid était soigneusement plié sur le bras du canapé. C'était mon monde ordonné. Mais quelque chose n'était pas à sa place. Puis je les vis. Au pied de l'escalier flottant qui menait à l'étage. Une paire de chaussures de femme.
Des escarpins noirs. Chers. Pas les miens. Mon regard s'éleva. Suivant la ligne des escaliers. Un chemisier en soie était drapé sur la rampe. Un soutien-gorge en dentelle gisait. Abandonné. Quelques marches plus haut. Le sang dans mes veines se mua en glace. Ce n'était pas seulement la présence des affaires d'une autre femme. C'était que je les reconnaissais. Je l'avais aidé à choisir ses chaussures aux Galeries Lafayette pour un gala de charité au printemps dernier. Chloé. Le silence n'était plus vide. Il était rempli d'un rugissement dans mes oreilles. L'air s'épaissit. Devint difficile à respirer. Je me sentis détaché de mon propre corps. Comme si je regardais un film. J'étais la femme dans le film d'horreur. Celle qui monte les escaliers alors que tout le public lui crie de faire demi-tour. Mais je ne pouvais pas faire demi-tour. Je devais voir. Mes pieds bougèrent d'eux-mêmes. Une marche après l'autre. Silencieux sur les marches en bois. La porte de notre chambre principale était légèrement entr'ouverte. De l'intérieur, je pouvais entendre un son. Un murmure doux. Une voix d'homme. La voix d'Adrien. Et puis, un rire de femme. Bas et intime. Je poussai la porte. La scène qui s'offrit à moi se grava dans ma mémoire avec la finalité brûlante d'un fer rouge. La pâle lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores, zébrant le lit de barres grises et blanches. Ils ne me virent pas tout de suite. Adrien était sur le dos, et Chloé était penchée sur lui. Ses cheveux blonds en un halo désordonné autour de son visage. Il riait de quelque chose. Leur corps enchevêtré dans mes draps. Dans mon lit. Dans mon appartement. Dans ma vie. Le rire mourut dans sa gorge au moment où ses yeux rencontrèrent les miens. Son visage. Un masque de choc et d'horreur. Fut la première chose qui s'imprima. Puis la tête d'Adrien tourna brusquement. Ses yeux couleur de miel. Ceux qui m'avaient promis, toujours, le matin même. S'écarquillèrent de panique pure. Le monde s'arrêta. Le rugissement dans mes oreilles se tut. Et à sa place, un silence profond et glacial s'installa en moi. C'était le silence d'un bâtiment juste avant son implosion. Tout en moi l'amour. La confiance. Les plans si soigneusement construits pour l'avenir étaient sur le point d'être réduits en poussière. Le temps s'étira et s'amincit, devenant une fragile plaque de verre. Dans cet instant suspendu, je vis tout avec une clarté terrifiante. Je vis la façon dont une mèche de cheveux blonds de Chloé était collée à l'épaule moite d'Adrien. Je vis l'empreinte que sa tête avait faite sur mon oreiller. Celui que j'avais gonflé le matin même. Je vis le calcul frénétique et désespéré dans les yeux d'Adrien alors qu'il cherchait une issue à une situation qui n'en avait aucune. Ils n'étaient plus des gens que j'aimais. Ils étaient des sujets dans un diorama de la trahison. Piégés sous la lumière crue et impitoyable de mon regard. Le verre se brisa. Ce fut un ballet frénétique de honte. Ils s'écartèrent l'un de l'autre en se bousculant. Un enchevêtrement maladroit de membres et de halètements paniqués. Adrien chercha à tâtons son caleçon par terre. Chloé attrapa un drap, le serrant contre sa poitrine comme si c'était un bouclier qui pouvait d'une manière ou d'une autre bloquer mon regard. Le drap était gris pâle, en coton égyptien si sans fil. Je l'avais choisi moi-même. Élie. La voix d'Adrien n'était qu'un murmure rauque. Il fit un pas vers moi. Les mains levées dans un geste apaisant. Élie. Ce n'est pas ce que tu crois. La stupidité pure et simple de cette phrase faillit me faire rire. C'était si cliché. Si pathétique. C'était exactement ce que ça semblait être. C'était mon mari et ma meilleure amie dans mon lit. Il n'y avait pas d'autre interprétation possible. L'architecte en moi. La partie qui ne traite qu'avec des absolus et des lignes dures. Trouva ce déni offensant. Je ne dis rien.
Je restais là, les pieds rivés au sol. Mon silence était un vide. Et il aspira l'air de la pièce, les rendant de plus en plus désespérés. Oh! Mon Dieu! Élie! Sanglota Chloé. Sa voix épaisse de larmes fabriquées. Elle resta à moitié cachée derrière le lit. Une lâche dans une forteresse que j'avais moi-même construite. On ne voulait pas que ça arrive. Je suis tellement désolée. Ces excuses étaient une insulte. C'était un pansement fragile sur une blessure mortelle. Je la regardais. Vraiment. La femme qui avait pleuré avec moi à la mort de ma mère. La femme qui avait porté un toast à mon mariage avec une joie si apparente. Tout cela, chaque souvenir partagé, tourna allègre dans mon esprit. Mon regard revint sur Adrien. Il avait réussi à enfiler son pantalon. Il avait l'air débraillé, brisé. Un dieu déchu. S'il te plaît. Laisse-moi juste t'expliquer. Supplia Théil. On peut en parler. Ma voix, quand elle sortit enfin, n'était pas la mienne. C'était la voix d'une étrangère. Calme, creuse et froide. Elle venait de l'endroit gelé au plus profond de moi qui venait de se former. Je regardais Chloé. Prends tes affaires, dis-je, et sors de chez moi. L'ordre était absolu. Il n'y avait aucune place pour la négociation dans mon ton. Chloé tressaillit comme si je l'avais giflée. Élie. S'il te plaît. Gémit elle. Ne fais pas ça. On est amis. On est. Le temps pour ce mot est révolu. L'interrompis-je. Ma voix tranchant sa supplique comme un éclat de glace. Sors. Elle le vit alors dans mes yeux. La finalité. La fin d'une amitié de 30 ans. Exécutée en un seul instant. Avec un sanglot étouffé. Elle commença à bouger. C'était une marche de la honte à l'envers. Elle ramassa son soutien-gorge en dentelle sur les escaliers. Son chemisier en soie sur la rampe. Elle ne me regarda pas. Elle ne le pouvait pas. Je suivis chacun de ses mouvements. Mon expression illisible. Au bas des escaliers. Elle tâtonna pour mettre ses chaussures. Les mains tremblantes. Elle risqua un dernier regard suppliant dans ma direction. Je la fixai en retour. Mon visage un masque de pierre. Elle ouvrit la porte d'entrée et disparut. Le doux déclic de la serrure se refermant derrière elle fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Maintenant, nous n'étions plus que deux. Adrien et moi. Les ruines de notre mariage se dressaient entre nous dans l'appartement silencieux. Il fit un autre pas hésitant vers moi. Élie. Je sais ce que tu penses. Mais ça ne voulait rien dire. C'était une erreur. Une erreur stupide et terrible. Ces mots n'étaient que du bruit. Le grésillement d'une chaîne morte. Je n'écoutais plus leur signification. J'analysais leur intention. Il n'était pas désolé de l'avoir fait. Il était désolé de s'être fait prendre. Il ne pleurait pas la perte de ma confiance. Il paniquait à la perte de sa vie parfaite. La vie que j'avais conçue et construite pour nous. Je t'aime, dit-il. La voix brisée. Je n'aime que toi. Ça. C'était juste physique. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Il avait pris les deux relations les plus importantes de ma vie. Les avait tordues ensemble dans un acte de trahison ultime. Et il appelait ça sans aucun sens. La froideur en moi s'intensifia, se durcissant en quelque chose de tranchant et de dur comme le diamant. Ça dure depuis longtemps? N'est-ce pas? Demandai-je. Ma voix était toujours étrangement calme. C'était une simple question. Une demande de donner. Il tressaillit.
La vérité était écrite sur tout son visage. Les regards furtifs. Les blagues que je ne comprenais jamais. Les réunions tardives et les dîners de travail. La mosaïque de ma vie se réarrangea dans mon esprit. Et soudain, toutes les pièces qui n'avaient jamais tout à fait leur place s'emboîtèrent pour former une nouvelle et hideuse image. Quelques mois. Admit-il. Son regard tombant au sol. Par intermittence. On a essayé d'arrêter. Vraiment? Demandai-je. Une lueur de ce qui aurait pu être de la curiosité dans mon ton. Avez-vous essayé d'arrêter ce matin? Quand tu me disais que ce serait toujours juste nous deux. Il n'eut pas de réponse à cela. La honte sembla enfin percer sa panique. Il s'assit sur la première marche de l'escalier, enfouissant son visage dans ses mains. Je suis tellement désolé. Ellie. J'ai tout gâché. Je le sais. Mais s'il te plaît. S'il te plaît, ne jette pas tout ça. On peut arranger les choses. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Je quitterai mon travail. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Ces promesses ne valaient rien. C'étaient les supplications désespérées d'un homme essayant de recoller un vase brisé. Il ne comprenait pas. Le vase n'était pas seulement brisé. Il avait été réduit en poussière. Je le regardai un long moment. Je vis l'homme que j'avais aimé. L'homme avec qui j'avais bâti un avenir. Et je vis le menteur qui avait dormi à mes côtés. L'architecte en moi savait qu'on ne pouvait pas construire sur des fondations compromises. Il fallait tout raser. Démolir jusqu'au sol. Alors, et seulement alors, on pouvait dégager le site pour quelque chose de nouveau. Mais je ne pouvais pas le lui faire savoir. Pas encore. Son désespoir? Son espoir de rédemption, c'était un outil. Et j'allais l'utiliser. Je m'approchai de lui. Mais pas mesuré. Je ne le touchai pas. Je me tins devant lui. Le regardant de haut. J'ai besoin de réfléchir. Dis-je. Ces 4 mots étaient un chef-d'œuvre de diversion. Pour lui. Il sonnait comme un sursis. Une possibilité. Une porte laissée entr'ouverte. Sa tête se releva d'un coup. Ses yeux grands ouverts d'un espoir désespéré et pathétique. Bien sûr. Dit-il rapidement. Saisissant la bouée de sauvetage que je lui avais lancée. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. Je dormirai dans la chambre d'amis. Je ferai tout ce que tu veux. Je sais. Dis-je. L'espoir est une laisse puissante. Et je venais de l'attacher à son collier. Il pensait que j'envisageais le pardon. Il pensait que je pesais nos années ensemble contre cette unique erreur. Il n'avait aucune idée que je ne concevais pas un plan de réconciliation. Je dessinais les plans de sa destruction. Je tournais les talons et remontais les escaliers, passant devant l'endroit où se trouvait le soutien-gorge de Chloé. J'entrai dans notre chambre, ma chambre. Maintenant, et je fermai la porte. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je me dirigeai vers le lit. Méthodiquement, je commençai à défaire les draps. Le drap de dessus gris. Le drap blanc. L'était de mon oreiller et du sien. Je les rassemblai tous en un paquet. Je les transportai non pas à la buanderie, mais en bas et dehors, jusqu'à la grande poubelle noire à côté de l'immeuble. J'enfonçai le tissu contaminé au fond et je claquai le couvercle. De retour à l'intérieur, l'appartement était de nouveau silencieux. Mais c'était un silence différent. C'était le silence d'un nouveau départ. Une ardoise froide et propre. Je me rendis dans mon bureau. La pièce où je créais des mondes à partir de lignes et d'angles. Je m'assis dans mon fauteuil en cuir. Mon esprit, qui avait été une tempête chaotique de douleur et de choc une heure auparavant,
était maintenant d'une clarté cristalline. Le chagrin était toujours là. Un poids lourd dans ma poitrine. Mais il était éclipsé par autre chose. Un objectif froid et brûlant. Leur anniversaire de mariage. Chloé avait mentionné que c'était la semaine après le nôtre. Elle et Ben. Le gentil. Le stable Ben. Qui était probablement chez lui en ce moment même. À corriger des copies. Complètement inconscient que son monde entier était un mensonge. Une idée commença à se former. Elle n'était pas encore tout à fait là. Juste un murmure. Un murmure diabolique et brillant. Un cadeau d'anniversaire. Ils avaient détruit ma célébration de l'amour. Il était juste que je leur rende l'appareil. Je leur ferai un cadeau qu'ils n'oublieraient jamais. Une célébration de la vérité. La vérité la plus laide? La plus destructrice imaginable. Je regardais le calendrier sur mon bureau. Notre 5e anniversaire. Celui d'Adrien et le mien. Une célébration de bois, avait dit Chloé. Le bois. On l'utilise pour construire des choses. On l'utilise aussi pour allumer un feu. Les jours qui suivirent furent une masterclass de tromperie. Je me déplaçais dans mon appartement comme un fantôme. Un spectre poli et distant hantant la vie que nous avions eue. Adrien, dans sa tentative désespérée d'obtenir le pardon, me traitait avec la précaution qu'on réserve à un objet précieux et brisé. Il préparait le café le matin et le laissait devant la porte de mon bureau. Il cuisinait des dîners élaborés que je touchais à peine. Il remplissait l'appartement de fleurs. Pivoine et lisse. Leur parfum suave étant une tentative écœurante de masquer la puanteur de sa trahison. Il dormait dans la chambre d'amis. J'entendais le plancher craquer la nuit alors qu'il faisait les 100 pas. Un animal en cage de sa propre fabrication. Il m'envoyait de longs emails décousus depuis son compte professionnel, remplis d'autoflagellation et de promesses d'un avenir réformé. Je lisais chacun d'eux avec l'intérêt détaché d'un scientifique étudiant un spécimen au microscope. Ces mots n'étaient pas des excuses. C'étaient des stratégies. Il essayait de trouver la bonne combinaison de mots pour déverrouiller la porte de sa vie parfaite. Je ne lui donnais rien. Mes réponses étaient minimales. Mon expression un masque neutre soigneusement entretenu. Merci pour le dîner. Les fleurs sont jolies. Je réfléchis encore. Cette ambiguïté était mon arme. Elle le maintenait en déséquilibre. Suspendu entre l'espoir et la peur. Elle le rendait docile. Chloé était un défi différent. Elle m'envoyait des SMS constamment. Ellie. S'il te plaît. Parle-moi. Je meurs ici. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Mais notre amitié. Elle doit bien compter pour quelque chose. S'il te plaît. Ne me rejette pas. Je t'aime comme une sœur. Chaque message était un petit coup de poignard acéré. L'utilisation du mot « amour » de sa part était obscène. Je n'ai pas bloqué son numéro. Je laissais les messages arriver. Chacun étant une nouvelle bûche sur le feu de ma résolution. Ces SMS frénétiques et suppliants me rappelaient ce qu'elle était. Ce qu'elle avait fait. Ils me nourrissaient. Parfois. Je répondais. Un seul mot. Elle, tu me manques tellement. Discuter avec toi me manque. Moi, d'accord. Elle, on peut juste se voir pour un café. S'il te plaît? 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Moi, non. Ma cruauté était silencieuse. Chirurgicale. Je les privais du drame qu'ils attendaient. Il n'y avait pas de cris. Pas d'objets lancés. Pas de récrimination larmoyante. Je leur refusais la catharsis d'une dispute. Je les laissais simplement mariner dans les conséquences froides et silencieuses de leurs actes.
Pendant qu'ils étaient consumés par leur culpabilité, j'étais consumé par mon projet. Mon chagrin, qui était un vaste océan sombre. Je l'ai compartimenté. Je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, j'avais du travail. Mon bureau devint ma salle de guerre. Pendant la journée, je travaillais sur les plans de la galerie, me perdant dans le confort familier des lignes et des mesures. Mais la nuit, après qu'Adrien se soit retiré dans sa prison de la chambre d'amis, mon vrai travail commençait. Le plan prenait forme, évoluant d'une vague notion de vengeance à un projet architectural détaillé et en plusieurs étapes pour leur chute. Et la pièce maîtresse, le point focal éblouissant et destructeur, était l'île Maurice. Je me souvenais de la conversation avec Chloé. Quelques heures seulement avant que mon monde ne s'effondre. Vous devriez faire un truc fou. Allez à l'île Maurice. La vie est trop courte pour mettre le paradis en attente. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Elle m'avait elle-même tendu l'arme. Je suis allé sur Internet et j'ai commencé mes recherches. Je n'ai pas cherché de promotion. J'ai cherché l'opulence. J'ai utilisé la carte de crédit commune. Celle avec un plafond ridiculement élevé que nous utilisions pour les dépenses du ménage. Le premier débit concernait 2 billets en première classe. Non remboursables. Sur Air France. Lyon à Plaisance. J'ai choisi les sièges avec soin, un A et un B. Des sièges parfaits pour un couple. Ensuite, l'hôtel. Le Constance Prince Maurice. C'était l'incarnation du luxe. Un endroit où le personnel répondait à tous vos caprices. Je n'ai pas réservé une chambre. J'ai réservé la meilleure suite disponible, la suite princière. Terrasse privée. Vue panoramique. Une grande baignoire pour 2. J'ai appelé directement le concierge. Bonjour. Dis-je. Ma voix douce et professionnelle. Je réserve un séjour pour un anniversaire de mariage très spécial. J'aimerais organiser quelques petites choses à l'avance. J'ai ajouté le forfait romance ultime. Une bouteille de Dom Pérignon au frais à l'arrivée. Un chemin de pétales de rose menant de la porte au lit. Un massage en couple dans leur spa primé. Un dîner privé au flambeau sur la plage. J'ai tout payé d'avance. Le total sur le relevé de carte de crédit serait à couper le souffle. Une petite partie vicieuse de moi sourit à l'idée qu'Adrien voit cette facture. Les destinataires de ce cadeau somptueux étaient, bien sûr, Monsieur et Madame Benjamin Fischer. L'ironie était exquise. J'envoyais Chloé en vacances de rêve qu'elle m'avait encouragée à prendre, mais avec le mari qu'elle trompait. Avec le cœur du plan en place, je suis passé à la phase suivante, la reconnaissance. Je devais voir Ben. Je devais comprendre l'homme dont j'allais faire exploser la vie. Je le connaissais, bien sûr, mais seulement comme le mari de Chloé. L'homme calme et agréable qui apportait toujours une bonne bouteille de vin rouge à nos dîners et parlait d'histoire avec une douce passion. Je devais le voir sous un nouvel angle. Ce fut plus facile que prévu. Je savais, par les plaintes passées de Chloé, que Ben avait une routine rigide. Chaque mardi et jeudi après-midi. Après son dernier cours, il se rendait dans un petit café indépendant appelé le Comptoir des Pentes, non loin du lycée où il enseignait. Il y corrigeait des copies pendant 2 heures avant de rentrer chez lui. Ce mardi-là, j'ai quitté mon bureau plus tôt. J'ai troqué ma tenue d'architecte habituelle, pointue et structurée, pour un jean, un pull doux et une paire de lunettes sans correction. Je voulais avoir l'air accessible, plus douce. J'ai conduit jusqu'au comptoir des Pentes et je me suis assise à une petite table dans un coin, sirotant un café au lait et faisant semblant de lire un roman. Il est arrivé à 15h15, exactement comme je le savais.
Il avait l'air fatigué. Il y avait de légers cernes sous ses yeux que je n'avais jamais remarqués auparavant. Il a commandé un café noir et un scone, a échangé un mot amical avec le barista, et s'est installé dans un fauteuil usé près de la fenêtre. Il a sorti une pile impressionnante de dissertations d'élèves et un stylo rouge. Je l'ai observé pendant 30 minutes complètes. J'ai regardé la façon dont il souriait parfois à quelque chose qu'un élève avait écrit. Je l'ai vu se frotter les tempes. Un geste de dévouement lasse. Il semblait être un homme bon. Un homme décent. Il ne méritait pas ça. Une pointe de culpabilité, vive et importune, perça ma froide résolution. Ce que je préparais était cruel. Cela briserait cet homme. Ma douleur justifiait-elle d'en infliger autant à une partie innocente? Puis j'ai pensé à la main de Chloé sur la poitrine d'Adrien. J'ai pensé à son rire dans ma chambre. Et j'ai pensé à Ben. Assis ici, travaillant avec diligence pour construire une vie avec une femme qui le trahissait systématiquement. Il n'était pas seulement une partie innocente. Il était une victime. Tout comme moi. La différence, c'est qu'il ne le savait pas encore. Mon plan n'était pas seulement une vengeance. C'était une révélation. C'était la vérité dure et douloureuse. Il méritait de savoir. Il méritait d'être libéré du mensonge. Peu importe à quel point le chemin pour y arriver serait douloureux. La culpabilité s'est estompée, remplacée par un sentiment de détermination renouvelé et endurci. J'ai fermé mon livre. Je me suis levée et j'ai marché vers lui. Ben? Dis-je. Ma voix imprégnée d'une chaleur que je ne ressentais pas. Benjamin Fischer? Bonjour. C'était Léonore Vance. Il leva les yeux de ses copies. Ses yeux mettant un instant à faire le point et à me reconnaître. Un lent et gentil sourire se répandit sur son visage. Ellie. Waouh. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans ce coin de la ville? Mon cabinet envisage un nouveau projet à quelques rues d'ici. Mentis-je doucement. Je faisais juste un repérage et j'avais désespérément besoin de caféine. C'était un mensonge plausible. Le meilleur genre. Eh bien? C'est super de te voir, dit-il en désignant la chaise vide en face de lui. S'il te plaît. Assieds-toi. Si tu peux supporter la compagnie d'un homme qui se noie dans les dissertations sur la Belle Époque. Avec plaisir, dis-je en m'asseyant. Comment vas-tu? La question était un hameçon appâté. Il le prit sans une seconde de réflexion. Tout va bien, dit-il. Et la sincérité de sa voix fut un coup physique. Occupé. Mais bien. Chloé est débordée par un gros événement de mariage. Mais ce n'est rien de nouveau. Elle s'épanouit dans le chaos. Il gloussa. Notre anniversaire de mariage approche la semaine prochaine. Tu sais. La même semaine que le vôtre. À toi et Adrien. N'est-ce pas? C'est exact. Dis-je. Mon cœur une pierre froide et lourde dans ma poitrine. J'essaie de prévoir quelque chose de spécial. Continua-t-il en se penchant en avant d'un air conspirateur. Je ne suis pas très doué pour les grands gestes romantiques. Pas comme ton Adrien. Il fait toujours des choses incroyables pour toi. Je réussis à esquisser un sourire crispé. Il a ses moments. Je pensais juste à recréer notre premier rendez-vous, dit Ben. Une douceur nostalgique dans les yeux. Nous sommes allés dans ce petit restaurant italien. La trattoria. Puis nous nous sommes promenés le long des quais. C'est simple? Je sais. Mais ça semble plein de sens. Simple. Plein de sens. Il prévoyait de lui offrir un souvenir. Elle lui offrait un mensonge. Le contraste était écœurant. Ça a l'air merveilleux. Ben.
dis-je. Ma voix douce. Je pense que c'est incroyablement romantique. Il parut soulagé. Tu crois? Chloé est toujours entourée de tant de glamour pour son travail. Parfois je crains que mes plans simples ne soient pas à la hauteur. C'est l'intention qui compte. Dis-je. Le vieux cliché ayant un goût d'acide dans ma bouche. C'est toujours l'intention. Nous avons parlé encore 20 minutes. Il m'a posé des questions sur Adrien. Et j'ai donné des réponses vagues et positives. Il a parlé de ses élèves. Sa passion pour l'histoire illuminant son visage fatigué. C'était un homme bon dans une mauvaise situation. Et alors que j'étais assise là, à l'écouter parler de son amour pour sa femme, ma résolution se solidifia en quelque chose d'incassable. Je ne punissais pas seulement Adrien et Chloé. Je libérais Ben. C'était une libération désordonnée, brutale et douloureuse, mais c'était une libération néanmoins. J'étais l'architecte de cette démolition. Oui. Mais la démolition est une première étape nécessaire avant de pouvoir espérer reconstruire. Quand je me suis finalement levée pour partir, j'ai posé une main sur son bras. C'était vraiment un plaisir de te voir? Ben. Vraiment. Toi aussi? Ellie. Dit-il en souriant de ce sourire chaleureux et confiant. Dis bonjour à Adrien de ma part. Je le ferai. Promis-je. En sortant du café et en entrant dans l'air frais de l'après-midi. Je ne ressentis plus aucune culpabilité. Seulement un sentiment de clarté profond et glacial. Les plans étaient terminés. Les matériaux étaient rassemblés. Il était temps de poser les fondations de la phase finale. La semaine précédant notre anniversaire fut un thriller psychologique au ralenti. J'avais construit une scène. Et Adrien et moi étions les acteurs principaux d'une pièce dont seul moi avais le script. L'appartement, autrefois symbole de notre succès partagé, devint un paysage de tension inexprimée. Chaque repas était une performance. Chaque poli, comment s'est passée ta journée? Était une réplique livrée avec une précision calculée. Adrien, pour sa part, jouait à la perfection le rôle du pénitent rampant. Il était pathétiquement désireux de plaire. Il m'envoyait des SMS depuis le travail, je pense à toi. J'espère que tu passes une bonne journée. Il commença à faire la lessive, pliant mes vêtements avec une révérence qui frisait l'absurde. C'était un homme essayant désespérément de réparer une fondation qu'il ne réalisait pas que j'avais déjà condamnée. Son espoir était l'élément le plus crucial de mon plan. Il le maintenait docile. Il l'empêchait de regarder de trop près ce que je faisais réellement. Un soir, il me trouva dans la cuisine, regardant par la fenêtre la Saône qui s'assombrissait. Il s'approcha de moi lentement, prudemment. Je pensais. Commença-t-il. La voix douce. Peut-être qu'on pourrait quand même partir pour notre anniversaire. Juste pour une nuit. Sortir de l'appartement. Changer d'air. J'avais le dos tourné. Je ne me retournais pas. Je ne sais pas. Adrien. S'il te plaît. Ellie. Insista-t-il. La voix tendue par le désespoir. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi prouver qu'on peut surmonter ça. Que je peux être l'homme que tu mérites. Je me tournai alors. Mon expression un masque soigneusement conçu de contemplation lasse. Où irions-nous? Une lueur dans ses yeux. L'espoir. N'importe où. Une belle auberge dans le Beaujolais. Une chambre d'hôte en Bourgogne. C'est toi qui choisis. Tout ce que tu veux. Je laissai le silence planer dans l'air un long moment. Le regardant se tortiller. Laisse-moi y réfléchir. Dis-je finalement. Lui donnant une miette de possibilité à laquelle s'accrocher. Il hocha la tête avec empressement. Comme un chien reconnaissant.
D'accord. Bien sûr. Le jeu était enivrant. Je ne m'étais jamais considérée comme une personne manipulatrice. J'étais directe. Honnête. Une adepte de la communication claire. Mais la découverte de la profondeur de leur tromperie avait débloqué quelque chose de nouveau en moi. Un talent pour l'intrigue que je ne me connaissais pas. C'était la seule chose qui tenait à distance le raz de marée de chagrin. Me concentrer sur le plan était mon armure. Pendant ce temps, le désespoir numérique de Chloé continuait. Ses SMS avaient pris un ton plus frénétique. Ellie. Ce silence me tue. C'est pire que si tu me criais dessus. S'il te plaît. Crie-moi juste dessus. J'ai vu la voiture d'Adrien sur le parking aujourd'hui. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous arrangez les choses? Ben prépare quelque chose pour notre anniversaire. Je me sens comme un monstre. Je n'arrive même pas à le regarder dans les yeux. Ce dernier SMS me fit un sourire sinistre. Bien? Pensais-je. Tu devrais te sentir comme un monstre. Je savais qu'Adrien et Chloé communiquaient. Probablement en secret. Lors de conversations paniquées. Ils devaient essayer d'aligner leurs histoires. De gérer les retombées. Laissez-les faire. Laissez-les murmurer et conspirer. La révélation finale n'en serait que plus dévastatrice quand ils réaliseraient à quel point je les avais complètement déjoués. Le point médian de mon plan arriva un jeudi gris et pluvieux. 3 jours avant notre anniversaire. Il était temps de passer à la vitesse supérieure. De passer du domaine numérique au domaine physique. J'appelais une entreprise de paniers cadeaux haut de gamme. J'aimerais envoyer quelque chose au bureau de mon mari. Dis-je à la femme joyeuse au téléphone. C'est pour notre 5e anniversaire. Je commandai leur panier, prestige exécutif, le plus cher. Il était rempli de whisky single malt, de fromages artisanaux, de craquelins gourmands et de chocolat suisse au prix exorbitant. C'était un geste de pardon extravagant. Une démonstration publique. Et la carte? Demanda la femme. Oui. Dis-je. S'il vous plaît. Écrivez, pour mon brillant mari. Je suis prête à parler de notre avenir. Tout mon amour. Le panier arriva au cabinet de conseil financier d'Adrien le lendemain. Je savais que cela ferait sensation. Adrien travaillait dans un bureau en open space. Ses collègues, qui avaient sans doute senti la tension de la semaine passée, verraient ce grand geste. Ils verraient la carte. C'était une manœuvre stratégique pour renforcer le récit selon lequel Éléonore Vance envisageait la réconciliation. Son appel téléphonique arriva quelques minutes après la livraison. « Ellie » dit-il. La voix épaisse d'émotion. Je pouvais entendre le bourdonnement de son bureau en arrière-plan. Je ne sais pas quoi dire. Le panier. C'est. Merci. De rien. Adrien? Dis-je. La voix douce. La carte? Balbutia-t-il. Tu le penses vraiment? À propos de notre avenir? Je pense qu'il est temps que nous commencions à voir à quoi cela pourrait ressembler. Dis-je. Mes mots une ambiguïté soigneusement choisie. Oui. Absolument. Dit-il. Le soulagement inondant sa voix. Ce soir. Parlons-en ce soir. Je prendrai à emporter de la canopée. On pourra avoir une vraie conversation. D'accord. Dis-je. Ce soir. Ce soir-là. Il rentra chez lui transformé. Le regard désespéré et hanté avait disparu, remplacé par un optimisme prudent. Il disposa le repas de notre restaurant préféré sur la table de la salle à manger, allumant des bougies, versant du vin. Il recréait la scène de sa demande en mariage, essayant de remonter le temps.
Il parla. Et parla. Il avoua tout. Ou du moins, sa version de tout. Il se dépeignit comme un homme faible qui avait commis une terrible erreur de jugement. Il prétendit que c'était une liaison sans importance née de l'opportunité et de la proximité. Une erreur stupide qui n'avait rien à voir avec son amour pour moi. Il jura que c'était fini. Qu'il avait déjà dit à Chloé qu'ils ne pourraient plus jamais se parler. J'écoutais patiemment, hochant la tête au bon moment. Je le laissais purger sa culpabilité, lui offrant l'illusion d'une oreille compatissante. Il ne me disait pas la vérité. Il me disait ce qu'il pensait que j'avais besoin d'entendre pour lui pardonner. Quand il fut finalement à court de mots, il me regarda, les yeux suppliants. On peut s'en sortir? Ellie? Y a-t-il une chance pour nous? Je pris une lente gorgée de vin. Je crois que les gens peuvent faire des erreurs. Adrien? Dis-je prudemment. La question est de savoir s'ils peuvent vraiment changer. Je peux. Je le ferai. Jura-t-il? Se penchant sur la table. Ses mains cherchant les miennes. Je ne me suis pas retiré. Son contact me semblait étranger. Sa peau froide. Notre anniversaire est dimanche? Dis-je. Ma voix stable. Je veux faire quelque chose. Quelque chose pour marquer un nouveau départ. Son visage s'illumina. N'importe quoi. Tout ce que tu veux. C'était le moment. L'hameçon était planté. Maintenant, il était temps de le remonter. J'ai pensé à ce que Chloé a dit. Commençai-je, observant son visage pour toute lueur de réaction à son nom. La voilà une brève contraction de sa mâchoire. À propos de l'île Maurice. Il parut surpris. L'île Maurice? Maintenant? Pourquoi pas? Demandai-je. Un léger sourire plein d'espoir jouant sur mes lèvres. Elle a dit que la vie est trop courte pour mettre le paradis en attente. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'on a besoin de faire quelque chose de fou. Quelque chose qui prouve qu'on choisit d'aller de l'avant. Pas de regarder en arrière. Il était abasourdi. L'audace de la suggestion, utilisant les propres mots de Chloé, était quelque chose qu'il n'aurait pas pu anticiper. Il y vit un signe de ma force, de ma volonté de me réapproprier un rêve qu'elle avait souillé. Il ne vit pas le piège qui s'y cachait. Waouh. D'accord. L'île Maurice. Dit-il. Un lent sourire incrédule se propageant sur son visage. Oui. Faisons-le. Je m'en occupe. Dis-je rapidement. Laisse-moi te l'offrir. À nous. Un nouveau départ. Ellie. Tu n'es pas obligé de. Je veux le faire. Insistai-je. Laisse-moi faire. Il finit par acquiescer, me regardant avec une expression d'adoration et de soulagement pur. Il pensait avoir gagné. Il pensait que sa performance l'avait sauvé. Il n'avait aucune idée qu'il entrait de son plein gré dans la cage magnifiquement conçue et 5 étoiles que je lui avais construite. Le lendemain, je finalisai les réservations pour le voyage. Mais je n'ai pas réservé un deuxième billet pour moi-même. Le nom sur le billet à côté de celui de Chloé n'était pas Éléonore Vance. C'était Adrien Vance. Le système les plaça automatiquement au siège 1 et 1B. J'ai tout imprimé. Les confirmations de vol. La réservation d'hôtel avec sa liste détaillée d'inclusions romantiques. Je les ai mises dans une enveloppe cadeau chic et coûteuse. La scène était prête. Les acteurs étaient en place. Il ne restait plus que l'acte final. Notre anniversaire. La nuit où j'offrirai à mon mari la surprise de sa vie. La nuit où l'architecte appuierait enfin sur le détonateur. L'attente était la partie la plus difficile. Maintenir la façade de l'épouse indulgente.
Mais j'étais patiente. J'avais conçu cette structure avec un soin méticuleux. Et je savais, avec une certitude absolue, que la démolition serait impeccable. Le jour de notre anniversaire arriva sous un ciel lyonnais typique. Une couverture de nuages bas et gris qui promettait une bruine mélancolique et continue. C'était la parfaite personnification. Un ciel qui correspondait à la douleur creuse dans ma poitrine. Mais en surface, j'étais un portrait de calme et d'excitation. J'étais la femme qui avait décidé de pardonner, de se battre pour son mariage, de faire un grand geste romantique. Adrien se réveilla avec un sourire pour la première fois en plus d'une semaine. C'était une chose timide et fragile. Mais elle était là. Il me trouva dans la cuisine. Et cette fois, je ne me détournai pas quand il m'enlaça. Je me laissai tenir, mon corps rigide et sans réaction dans son étreinte. Il ne sembla pas le remarquer. Il planait, sous l'effet de la drogue puissante de l'espoir renouvelé. Joyeux anniversaire, Élie, murmura-t-il dans mes cheveux. Joyeux anniversaire, répondis-je, ma voix d'un ton neutre qu'il interpréta comme doux. Nous passâmes la journée dans une imitation surréaliste de notre ancienne vie. Nous nous promenâmes le long des quais de la Saône, la bruine nous mouillant le visage. Il me tenait la main, et je le laissais faire. Il me montra un héron cendré pêchant près de la rive, et je feignis l'intérêt. Il parla de l'avenir, d'un voyage en Italie que nous pourrions faire l'année prochaine, de l'aménagement de notre terrasse. Il bâtissait des châteaux en Espagne, ignorant que le sol sous ses pieds était sur le point de s'effondrer. Je ressentais un étrange détachement, comme si j'étais une chercheuse étudiant ma propre vie. J'observais ses sourires, ses regards pleins d'espoir, ses tentatives d'intimité. Je les enregistrais comme des points de données, des preuves de son ignorance totale et absolue. La douleur était toujours là. Un bourdonnement constant et sourd sous la surface. Mais la clarté de mon objectif était un anesthésiant puissant. Ce soir-là était l'événement principal. Le point culminant de ma performance d'une semaine. J'ai fait une réservation, lui dis-je. Mais c'est une surprise. Sois juste prêt à 19h. Porte le costume que je t'ai acheté pour l'inauguration de la galerie. Il parut ravi. Comme un enfant le matin de Noël. Tout ce que tu voudras. Le costume était d'un gris anthracite profond, parfaitement coupé. Il le rendait beau, puissant, réussi. Il le faisait ressembler à l'homme que je pensais avoir épousé. Alors qu'il ajustait sa cravate dans le miroir, il croisa mon regard. Tu es magnifique, Élie, dit-il. Et pendant une seconde fugace et douloureuse, la sincérité de sa voix perça mon armure. Je portais une robe noire simple et élégante. La robe de vengeance, l'avais-je appelée dans ma tête. Merci, dis-je, me détournant pour prendre mon sac. Tu ne vas pas croire où nous allons. Tant que je suis avec toi. Peu importe, dit-il. Le mensonge était si lisse, si rodé. Je me demandais combien de fois il avait dit quelque chose de similaire à Chloé. Mais nous n'allions pas sortir. La réservation était une fiction. Le véritable événement devait avoir lieu ici même, au cœur de la vie qu'il avait brisée. Pendant qu'il allait chercher la voiture, je me dirigeais vers la salle à manger. J'avais mis la table pour deux. J'avais allumé des bougies. J'avais mis une bouteille de notre champagne préféré au frais. Et à côté de son assiette, j'avais placé une seule et élégante enveloppe cadeau. Quand il revint à l'intérieur, perplexe que je n'attende pas près de la porte, il vit la scène. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il.
Un sourire confus sur le visage. Je pensais que nous sortions. J'ai changé d'avis. Dis-je. Ma voix douce et invitante. Je voulais que ce soir soit juste pour nous. Ici. Là où tout a commencé. Son expression se fondit en une émotion profonde et sincère. Il pensait que c'était le signe ultime de la guérison, que j'étais prête à reconquérir notre foyer, à créer un nouveau souvenir positif dans l'espace même où le pire s'était produit. Ellie, dit-il. La voix épaisse. C'est incroyablement attentionné. Assieds-toi, dis-je en désignant sa chaise. J'ai un cadeau pour toi. Il s'assit, les yeux fixés sur l'enveloppe. Il me regarda, le visage empreint d'une gratitude aimante. Tu m'as déjà fait le plus beau des cadeaux, dit-il. Tu m'as donné une seconde chance. Ouvre-le. L'encourageai-je. Il prit l'enveloppe, ses doigts caressant le papier coûteux. Il glissa son doigt sous le rabat et en sortit le contenu. Je regardai son visage, chaque micro-expression, alors qu'il assimilait ce qu'il voyait. D'abord, la confusion. Il vit le logo d'Air France. Il vit les mots « Île Maurice, MRU ». Il déplia les papiers. Ses yeux scannèrent les billets de première classe, les dates de voyage, les noms sur la réservation. Son front se plissa. « Chloé Fischer ?» murmura-t-il, pensant que c'était une erreur. Puis ses yeux trouvèrent le deuxième billet. Adrien Vance. Le sang quitta son visage. La couleur disparut, laissant sa peau d'un gris pâteux et maladif. Il leva les yeux vers moi. Ses yeux couleur de miel grands ouverts d'une horreur naissante et abjecte. Il ne comprenait toujours pas tout à fait. Il essayait d'assembler les pièces. C'est un voyage, dis-je. Ma voix toujours faussement calme. Pour vous. L'escapade romantique à l'île Maurice que j'ai réservée. Mon cadeau d'anniversaire. Pour moi et Chloé ? Balbutia-t-il, son esprit refusant d'accepter la réalité de ce qu'il tenait. Ellie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mauvaise blague ? Il y a plus, dis-je. Ma voix baissant d'une octave, perdant sa chaleur, s'aiguisant comme une pointe fine. La confirmation de l'hôtel. La suite princière aux Constances. Pétales de rose. Champagne. Massage en couple. Je n'ai reculé devant aucune dépense. Il secoua la tête, regardant tour à tour les papiers et mon visage. Le brouillard de la confusion commençait à se dissiper, remplacé par la lumière terrifiante de la compréhension. Pourquoi ferais-tu ça ? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant la vitre noire striée de pluie. Je vis mon propre reflet. Une femme pâle au visage sinistre dans une robe noire. Tu m'as dit que c'était une erreur ? Dis-je. Le dos tourné. Tu m'as dit que ça ne voulait rien dire. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu passerais le reste de ta vie à te faire pardonner. Je me tournai pour lui faire face. Mon masque de sang-froid tombant enfin pour révéler la fureur froide et dure qui se cachait en dessous. Tu es un menteur, Adrien. Tu es un menteur et un tricheur. Et tu pensais pouvoir me gérer avec quelques jolis mots et des fleurs chères. Non. Murmura-t-il en secouant la tête. Non. Ellie. Ce n'est pas vrai. Ah non ? Je fis un pas de plus. Tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que j'étais un projet que tu pouvais simplement réparer. Tu pensais que tu pouvais briser mon monde entier et que je balayerais tranquillement les morceaux et te pardonnerais. Tu m'as sous-estimé. Sa panique grandissait, se transformant en peur brute.
Qu'est-ce que tu as fait? Souffla Théil. Je souris alors. C'était le premier sourire sincère que j'avais montré en une semaine. Et c'était l'expression la plus cruelle qu'il ait jamais vue. Il ne contenait aucune chaleur, aucune joie. C'était le sourire d'un prédateur qui a finalement acculé sa proie. Chloé insistait tellement pour que j'aille à l'île Maurice. Dis-je. Ma voix dégoulinant d'une fausse douceur. Il semblait dommage de laisser l'idée se perdre. Et puisque vous êtes si doué pour partager les choses qui m'appartiennent, j'ai pensé que vous aimeriez partager des vacances. Ses mains tremblaient, faisant bruire les papiers. C'est de la folie. Tu es folle. Le suis-je? J'inclinai la tête. Où est-ce que je vois enfin clairement? Tu vois. J'ai réalisé que la seule chose pire que d'être trompée par son mari et sa meilleure amie, c'est d'être trompée et de ne pas le savoir. Ben est un homme bon. Adrien. Il est gentil et décent et il aime sa femme. Il ne mérite pas de vivre dans un mensonge. La dernière pièce du puzzle s'emboîta dans son esprit. Ses yeux s'écarquillèrent de pure terreur. Qu'est-ce que tu as dit? Ben. Répétai-je en savourant le nom. Le mari de Chloé. Tu te souviens de lui? N'est-ce pas? L'homme dont tu as violé le foyer? Dont tu as trahi la confiance? Et alors? Lui? Demanda Adrien. Sa voix à peine un murmure. Eh bien? Dis-je en jetant un œil à ma montre. J'ai pensé qu'il était juste qu'il reçoive aussi un cadeau d'anniversaire. Le leur est demain? Tu sais. Je voulais m'assurer qu'il reçoive son présent à temps. Je laissai les mots flotter dans l'air. Une condamnation à mort prononcée sur un ton calme et conversationnel. Tu n'as pas fait ça. Souffla Théil en se levant si vite que sa chaise grinça bruyamment contre le sol. Élie. Tu n'as pas fait ça. Je lui ai envoyé une copie de tout. Dis-je. Ma voix aussi froide et claire qu'un matin d'hiver. Les confirmations de vol. La réservation d'hôtel. Dans un email. Je crois que l'objet était un petit quelque chose pour votre anniversaire de mariage. Je l'ai envoyé il y a environ 1 heure. Le monde soigneusement construit d'Adrien Vance. Sa double vie. Sa femme parfaite. Sa liaison secrète. Tout s'effondra en un seul moment silencieux et cataclysmique. La couleur qui avait quitté son visage fut remplacée par une rougeur de panique pure et sans mélange. Il me fixa. Sa bouche s'ouvrant et se fermant. Mais aucun son n'en sortit. Il ressemblait à un homme à qui l'on venait d'annoncer que le monde allait finir dans 10 secondes. Et d'une certaine manière, le sien l'était. Le silence dans la pièce était une chose vivante. Il était lourd du poids de sa vie qui se défaisait. Vibrant de la fréquence de ma victoire triomphante et terrible. Adrien se tenait figé. Les imprimés serrés dans son poing blanchi. L'homme beau et confiant dans le costume gris anthracite avait disparu. Remplacé par un animal acculé. Les yeux cherchant une issue qui n'existait plus. Comment as-tu pu? Finit-il par étouffer. Les mots rauques et écorchés. Ce n'était pas une question de morale. C'était une question d'incrédulité. Celle d'un joueur qui vient d'être mis échec et mat dans une partie qu'il ne savait même pas qu'il perdait si lamentablement. Comment j'ai pu? Répétai-je. Ma voix dangereusement douce. C'est la question que tu poses? Pas comment ai-je pu trahir la personne que j'ai juré d'aimer pour toujours? Pas comment ai-je pu détruire une amitié de 30 ans? Tu demandes comment j'ai pu avoir l'audace de te démasquer? Je ris. Un son court et amer qui ne contenait aucun humour. Tu sais. Pour un homme qui conseille sur la gestion des risques, tu as un angle mort remarquable. Adrien. Tu n'as jamais envisagé le plus grand risque de tous, moi. Son regard était fixé sur mon visage.
cherchant une trace de la femme qu'il pensait connaître. L'élie organisée. Prévisible. Indulgente. Il n'y trouva personne. Il regardait une étrangère. Juste à ce moment. Son téléphone, posé sur la table, vibra violemment contre le bois. L'écran s'alluma. L'identifiant de l'appelant était un seul mot. Accablant, Chloé. Il tressaillit comme si le son l'avait frappé physiquement. Ses yeux allèrent du téléphone à mon visage. La première vague frappait le rivage. Tu devrais probablement répondre, dis-je en désignant le téléphone d'un geste du poignet. J'imagine qu'elle est contrariée. Il ne bougea pas. Il fixait simplement le téléphone vibrant. Son nom brillant sur l'écran. C'était un chant de sirène, l'attirant vers les rochers. La vibration cessa, puis recommença immédiatement. Elle était frénétique. Bien sûr qu'elle l'était. Elle venait de recevoir le même email. Ou pire. Ben venait de le recevoir et l'avait confronté. Les boîtes soigneusement compartimentées de sa vie venaient d'être jetées dans un brasier. La main d'Adrien trembla alors qu'il tendait la main vers le téléphone. Il glissa son pouce maladroit pour répondre. Il le mit à son oreille. Mais il ne parla pas. Adrien ? La voix de Chloé était un cri aigu de panique pure. Métallique et déformé par le haut-parleur du téléphone mais toujours audible dans la pièce silencieuse. Adrien ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben vient de... Il a reçu un email. À propos de Maurice. Il pense qu'on... Qu'est-ce que tu as fait ? Elle le blâmait. Le premier instinct d'un lâche, trouver quelqu'un d'autre pour tenir la grenade. La gorge d'Adrien se serra. Mais aucun mot ne sortit. Il était paralysé. Il me fixe. C'est tout. Sanglota TL. Il ne dit rien. Oh mon Dieu. Adrien ? Son visage. Qu'est-ce que tu as dit à Ellie ? Tu étais censé gérer ça. Gérer ça. L'expression flottait dans l'air entre nous. C'est ce que j'étais pour eux. Un problème à gérer. Une situation à maîtriser. Et puis, comme par un signal, mon propre téléphone, que j'avais posé sur la cheminée de l'autre côté de la pièce, se mit à sonner. Il jouait une sonnerie classique et calme qui contrastait de manière discordante avec le chaos croissant. Je n'avais pas besoin de regarder l'écran. Je savais qui c'était. Je me dirigeais vers la cheminée. Mes talons claquant délibérément sur le parquet. Chaque pas était un battement de tambour marquant le rythme de leur destruction. Je pris le téléphone. L'écran affichait un numéro inconnu. Mais je l'avais mémorisé depuis le café. C'était Ben. Je répondis. Ma voix un modèle de calme et d'inquiétude. Allô ? Ellie ? La voix de Ben était brisée. Elle était fine et fluette. Un fantôme du ton chaleureux et confiant que j'avais entendu quelques jours plus tôt. Ellie. Je suis tellement désolée de t'appeler. J'ai reçu cet email. Je ne comprends pas. Adrien me regardait maintenant. Les yeux écarquillés d'horreur. Écoutant ma partie d'une conversation qui scellait son destin. Il pouvait toujours entendre les sanglots frénétiques de Chloé provenant de son propre téléphone. Il était pris dans un mouvement de tenaille de sa propre fabrication. Un email ? Demandai-je. Ma voix pleine d'une confusion feinte. Ben. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air bouleversé. Ce sont des billets d'avion ? Balbutia-t-il. La voix se brisant. Et un hôtel. À Maurice. Pour Chloé. Et pour Adrien. Ça dit que c'est pour leur anniversaire. Quel anniversaire ? Ellie. Qu'est-ce qui se passe ? C'était le moment.
La détonation. J'aurais pu être gentille. J'aurais pu adoucir le coup. Mais ils n'avaient pas été gentils avec moi. Ils avaient été cruels dans leur insouciance, dans leur arrogance. Ils méritaient la vérité sans phare. Oh. Ben. Dis-je. Et je laissai un long et lourd soupir s'échapper au téléphone. Je l'imprégnais de toute la douleur et la trahison que j'avais refoulée. Je suis tellement désolée que tu aies dû l'apprendre de cette façon. L'implication était claire. Il y avait quelque chose à apprendre. Apprendre quoi? Murmura-t-il. Sa voix suppliante. S'il te plaît. Dis-le-moi. De l'autre côté de la pièce, Adrien retrouva enfin sa voix. Un son désespéré et étranglé. Ellie. Non. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Je l'ignorais. Mon attention était entièrement tournée vers l'homme à l'autre bout de mon fil. L'autre victime. Ils ont une liaison? Ben. Dis-je. Les mots tombant comme des pierres dans un puits profond et silencieux. Adrien et Chloé. Ça dure depuis des mois. Un son vint de l'extrémité de la ligne de Ben. C'était une inspiration brusque. Le souffle coupé de quelqu'un qui a reçu un coup de poing dans le ventre. C'était le son d'un cœur qui se brise. J'entendis un sanglot étouffer celui de Chloé en arrière-plan de son appel, suivi de lui prononçant son nom d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Froide et morte. Chloé? Adrien laissa tomber son propre téléphone. Il cliqueta sur la table. Non. Murmura-t-il en secouant la tête, me regardant avec un mélange de haine et de terreur. Non. La façade soigneusement entretenue de confluence. De nos vies parfaites. De nos mariages réussis. De nos amitiés enviables. Venait d'être arrachée, exposant la pourriture et la décomposition en dessous. Le chaos n'était plus contenu. Il était sorti. Il était réel. Je dois te laisser. Ben. Dis-je doucement au téléphone. Je pense que Chloé et toi avez beaucoup de choses à vous dire. Je raccrochai. Je reposai mon téléphone sur la cheminée. Ma main parfaitement stable. La pièce était terminée. Les lumières s'étaient rallumées. Et l'épave était spectaculaire. Adrien me fixa. Son visage un masque de dévastation totale. Le combat l'avait quitté. Remplacé par un choc creux et vide. Il avait tout perdu. D'un seul coup. Sa femme. Son amante. Sa réputation. Sa vie soigneusement construite. Et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Pourquoi? Demanda-t-il à nouveau. Mais cette fois le mot était différent. Il n'était pas en colère. Il était vide. C'était la question d'un homme fouillant dans les décombres de sa propre vie. Essayant de trouver la boîte noire? La seule décision qui avait mené au crash. Parce que tu pensais que je te construirais un pont pour surmonter ça. Dis-je. Ma voix calme mais claire. Tu n'as jamais réalisé que je construisais un échafaud à la place. Je passais devant lui. Sortant de la salle à manger. Je ne regardais pas en arrière le dîner cher qui refroidissait sur la table. Les bougies qui mouraient. L'homme brisé debout dans les ruines de notre anniversaire. Je montai dans la chambre principale, ma chambre. Je fis un petit sac de voyage. Mes clés. Mon portefeuille. Des vêtements de rechange. Quand je redescendis. Il était toujours debout au même endroit. Une statue en ruine. Où vas-tu? Demanda-t-il. La voix sans vie. J'ai réservé une chambre d'hôtel. Dis-je. Dans le centre. J'ai besoin d'un peu d'espace. Je m'arrêtai à la porte d'entrée. La main sur la poignée.
Tu devrais probablement appeler ton avocat, Adrien. Et peut-être un bon agent de relations publiques. J'ai le sentiment que la communauté lyonnaise va en parler pendant très longtemps. Je n'attendis pas de réponse. J'ouvris la porte, sortis dans la nuit fraîche et pluvieuse, et la refermai derrière moi. Le déclic de la serrure fut le son final. La fin de l'acte. La fin de tout ce que nous avions été. En marchant vers ma voiture, je ne ressentis aucun triomphe. Je ne ressentis aucune joie. Je ressentis un vide vaste et retentissant. La démolition était terminée. Le site était dégagé. Mais j'étais toute seule au milieu des décombres. La chambre d'hôtel était stérile et anonyme. Un espace dépourvu d'histoire ou de souvenirs. C'était exactement ce dont j'avais besoin. La vue depuis le 24e étage était un panorama tentaculaire du centre de Lyon. Une toile scintillante de lumière sur le fond sombre de la nuit. Chaque lumière représentait une vie. Une histoire. Un monde à part entière. En bas, mon propre monde avait été réduit à un seul cratère fumant. Je restai longtemps à la fenêtre, observant les phares lointains des voitures sur le périphérique. Elles allaient toutes quelque part. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. L'adrénaline qui m'avait alimenté pendant la dernière semaine, cet objectif froid et tranchant, commençait à se retirer. Et à sa place, le chagrin que j'avais si habilement compartimenté commença à s'infiltrer par les bords. La vengeance avait été parfaitement exécutée. C'était un chef-d'œuvre d'architecture émotionnelle. Mais la satisfaction était une chose creuse et fugace. C'était comme un feu d'artifice, une explosion spectaculaire et brillante qui laisse le ciel plus sombre qu'avant. J'avais gagné. Mais quel était le prix? Exactement? Une chambre d'hôtel vide. Un mariage brisé. Une amitié réduite en cendres. Le silence profond et douloureux d'être absolument seul. Mon téléphone resta silencieux. Adrien n'appela pas. Chloé n'envoya pas de SMS. Ben ne me contacta pas. Le silence de leur côté était absolu. Un témoignage de la totalité de la destruction. Les retombées avaient commencé. Et je m'étais mise à une distance de sécurité de la zone d'explosion immédiate. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans un fauteuil, regardant les lumières de la ville se brouiller à l'approche de l'aube, peignant le ciel gris de touches de rose pâle et d'orange. Pour la première fois, je me suis autorisée à pleurer. Ce n'étaient pas les sanglots hystériques du premier jour. C'étaient des pleurs calmes. Là, c'est profond pour tout ce que j'avais perdu. Pas seulement le mari et l'ami, mais l'idée d'eux. La croyance en eux. J'ai pleuré pour la femme naïve que j'avais été. L'architecte qui croyait que l'amour et la vie pouvaient être conçus et construits à la perfection. À l'abri de la faiblesse humaine. Cette femme avait disparu pour toujours. Enterrée sous les décombres. Les jours suivants passèrent dans un flou. J'appelai mon assistant. Marc. Lui dis que j'avais une urgence familiale et que je devais travailler à distance pendant un certain temps. Il fut compréhensif et efficace, ne posant aucune question. Je vécus de service en chambre et de mauvaise télévision, enfermé dans le luxe impersonnel de l'hôtel. J'étais dans les limbes. Un état entre la vie qui était terminée et un avenir qui était une page blanche complète. La première onde du monde extérieur m'atteignit le 3e jour. C'était un email d'une femme de mon club de lecture. Une commère notoire nommée Brenda. Objet, je pense à toi. L'email était écœurant de douceur. Plein d'une sollicitude feinte. Très chère Ellie. J'ai été si choquée d'apprendre la nouvelle. Je ne peux imaginer ce que tu traverses. Tout le quartier est navré pour toi. Si je peux faire quoi que ce soit. N'hésite surtout pas à demander. La nouvelle. Donc c'était sorti. Bien sûr que ça l'était.
Un scandale de cette ampleur dans une communauté aisée et soudée comme celle de notre quartier se propagerait plus vite qu'un feu de forêt. Je pouvais imaginer les conversations à voix basse à l'épicerie du coin. Le flot de SMS entre voisins. L'intérêt soudain et intense pour le panneau à vendre qui apparaîtrait inévitablement devant notre immeuble. Adrien et Chloé n'étaient plus seulement des individus. Ils étaient une histoire. Une fable édifiante. Et j'étais la victime tragique. La femme bafouée. Je détestais ça. Je supprimai l'email sans répondre. L'onde suivante fut plus directe. C'était un SMS d'Adrien. Ellie. Mon avocat t'enverra les papiers à ton avocat. Dis-moi juste à qui les envoyer. C'était froid. Clinique. Dépourvu d'émotion. L'homme suppliant et désespéré avait disparu. Il avait accepté son sort. Je réalisais que je n'avais pas d'avocat. Un autre élément sur la longue et sinistre liste de choses à faire pour démanteler une vie. Je te tiendrai au courant, répondis-je par SMS. Le processus commença. J'engageai une avocate spécialisée en divorce. Une femme vive et pragmatique nommée Maître Albright. Spécialisée dans les dissolutions de patrimoines importants. Nous nous rencontrâmes dans son bureau élégant et minimaliste. Un espace que même moi, en tant qu'architecte, devais admirer. L'avocate de votre mari a pris contact? Dit-elle, ses yeux parcourant les documents préliminaires. Ils ne contestent pas la faute. Ils veulent que ce soit rapide et discret. Il est d'accord pour que vous gardiez l'appartement. Je ne veux pas de l'appartement, dis-je. Les mots me surprenant moi-même. Maître Albright haussa un sourcil. C'est un actif important. Éléonore. Le marché à Lyon est porteur. Ce n'est plus un foyer? Dis-je. C'est juste un bâtiment rempli de mauvais souvenirs. Je veux le vendre. Partager le produit de la vente. Je veux une rupture nette. Elle hocha la tête. Une lueur de compréhension dans son regard professionnel. Une rupture nette? Donc. Vendre l'appartement était l'étape la plus tangible pour aller de l'avant. J'engageai un agent immobilier et lui donnai pour instruction de tout gérer. Je ne remis plus jamais les pieds dans l'appartement. Adrien avait déjà déménagé ses affaires. L'agent organisa le déménagement de ma vie, mes vêtements, mes livres, mes maquettes d'architecture et mit tout dans un garde-meuble. Le magnifique appartement que j'avais conçu, mon monument à une vie parfaite, fut dépouillé, mis en scène avec des meubles de location impersonnels et réduit à une série de photos glacées sur un site immobilier. Je quittai l'hôtel pour un appartement de location à court terme dans le quartier de la Croix-Rousse. C'était l'opposé de Confluence en tout point. C'était bruyant, vibrant et désordonné, rempli de street art, de petits bistrots et d'un mélange chaotique de gens. L'appartement lui-même était un petit 2 pièces dans un vieil immeuble de Canut. Il n'avait aucune des lignes épurées ou des baies vitrées de mon ancien appartement. Il était petit. Un peu sombre. Mais il était à moi. C'était un espace sans fantôme. Lentement, avec hésitation, je commençais à construire une nouvelle routine. Je retournais au bureau quelques jours par semaine. Mon travail était un refuge. La logique des plans et la certitude de la physique étaient apaisantes. Mes collègues étaient gentils, offrant des regards compatissants mais respectant ma vie privée. Ils connaissaient les grandes lignes de ce qui s'était passé, le divorce. La liaison mais les détails salaces de ma vengeance restaient mon secret. Un après-midi, je fixais les plans de la galerie d'art, essayant de résoudre un problème avec un mur porteur, quand une pensée me frappa avec la force d'un coup physique. J'étais une architecte. Je construisais des choses. Ma propre vie était en ruine. Un site démoli. Mais j'avais les compétences pour reconstruire.
Je n'étais pas obligée de rester dans cette location. Je pouvais concevoir et construire quelque chose de nouveau pour moi-même. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. C'était la première étincelle d'espoir sincère et tournée vers l'avenir que j'avais ressenti depuis des mois. Le divorce fut finalisé dans une salle d'audience stérile en présence des seuls avocats. L'appartement se vendit rapidement pour une somme stupéfiante. L'argent qui apparut sur mon compte en banque ressemblait à des dommages et intérêts. Une compensation pour une vie qui avait été détruite. Je commençai à dessiner. Tard le soir, dans mon petit appartement, avec les bruits de la ville qui entraient par la fenêtre ouverte, je commençai à concevoir une nouvelle maison. Pas une grande maison d'affirmation comme celle de Confluence. C'était quelque chose de différent. C'était plus petit, plus intelligent, plus intime. Une maison pour une personne. Une maison avec un atelier rempli de lumière naturelle. Un petit jardin pour les matins calmes. Un coin lecture avec un fauteuil profond et confortable. C'était le projet d'une nouvelle vie. Une vie de contentement tranquille plutôt que de perfection orchestrée. Un soir, environ 6 mois après cet anniversaire fatidique, je rentrais chez moi après avoir découvert un nouveau café. L'air était vif, prometteur d'automne. Je ressentais un sentiment de paix que je n'aurais pas cru possible. La blessure béante de la trahison était toujours là. Mais elle n'était plus à vif et saignante. C'était une cicatrice? Une partie de mon histoire? Le rappel d'une leçon apprise. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Un instant. Mon cœur se serra. Une secousse réflexe d'anxiété. J'ai failli l'ignorer. Mais la curiosité l'emporta. J'ouvris le message. Salut Ellie. C'est Ben Fischer. Je sais que ça sort de nulle part. Je voulais juste savoir comment tu allais. Le nom de Ben sur mon écran était comme un fantôme d'une autre vie. Mon doigt flottait au-dessus du clavier. Mon esprit s'emballant. Que voulait-il? Était-il en colère? Cherchait-il à tourner la page? Ou était-ce autre chose? Mon nouveau monde méticuleusement construit. Ma paix fragile. Me parut soudain vulnérable. Je fixai le message pendant une minute entière. L'homme à qui j'avais parlé pour la dernière fois était une âme brisée et anéantie à l'autre bout d'une ligne téléphonique. L'homme que j'avais rencontré au café était un mari gentil et confiant. Je n'avais aucune idée de qui était cette nouvelle version de Ben Fischer. Prenant une profonde inspiration, je tapai une réponse simple et prudente. Salut Ben. Je vais bien. J'espère que toi aussi. C'était neutre. Sûr. Ça lui renvoyait la balle. Je mis mon téléphone dans ma poche. Mon cœur battant un peu plus vite qu'avant. J'essayais de me concentrer sur le chemin du retour. Sur le bruit des feuilles craquant sous mes pieds. Mais mon esprit était bloqué sur ce SMS. Il était la seule autre personne sur la planète qui comprenait vraiment l'ampleur de l'explosion. Nous étions les deux seuls survivants de nos Ground Zero respectifs. Mon téléphone vibra à nouveau juste au moment où je déverrouillais la porte de mon immeuble. Je vais bien. Mieux. En tout cas. Ça a été si long mois. Mon divorce a été finalisé le mois dernier. Le mien l'était depuis 2 mois. Une parenté étrange et malheureuse. Nous étions membres du même triste club. Le mien aussi. Tapez je en retour. Je suis désolée pour tout ce que tu as traversé. C'était la première fois que je le disais. La première fois que je reconnaissais mon rôle de messagère. Celle qui avait livré la nouvelle catastrophique. Sa réponse fut presque instantanée. Ne le sois pas. Ce n'est pas toi qui m'as infligé la blessure? Ellie. Tu m'as juste montré qu'elle était là. Je crois que, d'une manière étrange, je devrais te remercier.
Je m'assis sur le petit banc dans le hall de mon immeuble. Le poids de ces mots me frappant de manière inattendue. Me remercier. Je n'avais jamais envisagé cela. J'avais vu mon action comme une vengeance. Une justice. Une démolition juste et colérique. Je ne l'avais jamais vu comme un acte de libération de son point de vue. C'était un cadeau douloureux. Brutal. Mais peut-être était-ce un cadeau néanmoins. C'est une façon très généreuse de voir les choses. Répondis-je. C'est la seule façon qui me permet de dormir la nuit. Écrivit-il en retour. Il y eut une pause. Puis un autre message arriva. Écoute. Ça va paraître direct. Mais serais-tu d'accord pour prendre un café un de ces jours? En tant que deux survivants? Sans arrière-pensée? Je te le promets. Mon premier instinct fut de dire non. De protéger ma nouvelle vie tranquille. De garder le passé fermement dans le passé. Le rencontrer serait comme inviter un morceau de l'épave dans la maison que j'essayais si soigneusement de construire. Mais une autre partie de moi était curieuse. J'étais seule. D'une manière qui n'avait rien à voir avec le célibat. C'était la solitude de quelqu'un avec une histoire qu'il ne peut raconter à personne. Ben était la seule personne à qui je pouvais la raconter. Il avait vécu sa propre version. J'aimerais bien. Taper je. Un sentiment de soulagement surprenant m'envahissant en l'envoyant. Nous nous rencontrâmes le samedi suivant dans un lieu neutre. Un café dans un quartier que ni l'un ni l'autre ne fréquentait. Je le vis avant qu'il ne me voie. Il avait l'air différent. Plus mince? Peut-être. Mais la lassitude autour de ses yeux avait disparu. Il était habillé simplement. Avec une veste en jean usé et un jean. Il ressemblait moins au mari de Chloé, et plus à lui-même. Ellie. Dit-il. Un petit sourire sincère sur le visage alors qu'il s'approchait de ma table. Ben. Répondis-je en me levant pour lui faire une brève étreinte un peu maladroite. C'est bon de te voir. Toi aussi. Dit-il alors que nous nous asseyions tous les deux. Tu as l'air. Bien. Tu as l'air en paix. Je le suis. Dis-je. Et je fus surprise de constater que c'était la vérité. La plupart du temps. La conversation commença lentement. Prudemment. Nous parlâmes de nos nouvelles vies. Il avait quitté la maison qu'il partageait avec Chloé et louait un petit appartement près du lycée où il enseignait toujours. Il me dit qu'il avait retrouvé une passion renouvelée pour son travail. Pour le partage de son amour de l'histoire avec ses élèves. C'était son encre. La seule chose qui était restée constante. Je lui parlais de la vente de l'appartement. De mon petit T2. De mon travail sur la galerie. Et puis, sentant une étrange vague de courage, je lui parlais de mon projet secret. Je dessine une nouvelle maison. Dis-je. Juste pour moi. Ses yeux s'illuminèrent d'un intérêt sincère. Vraiment? C'est incroyable. Elle est comment? Alors que je décrivais la petite surface. L'atelier lumineux. La connexion à un simple jardin. Je le vis écouter avec une sorte d'empathie concentrée qui était complètement étrangère à l'attention intéressée d'Adrien. Il n'entendait pas seulement les mots. Il comprenait le sens derrière eux. Il comprenait que je ne dessinais pas seulement un bâtiment. Je redessinais une vie. Finalement. La conversation dériva. Inévitablement. Vers eux. Tu as eu de ces nouvelles? Demanda Ben doucement. Je secouai la tête. Seulement par avocat interposé. Et toi? Elle m'envoie des SMS parfois. Dit-il en fixant sa tasse de café. Pour les anniversaires. Les fêtes. Des excuses. Je ne réponds pas. Il leva les yeux vers moi. Ils sont toujours ensemble. Tu sais.
La nouvelle tomba avec un bruit sourd. Je n'étais pas surprise. Pas vraiment. Où sont-ils? Ils ont quitté Lyon, dit-il. Ils ont déménagé dans le sud. Près de Nice. Je crois. L'ami d'un ami les a vus. Apparemment. Le scandale était trop fort. Adrien a perdu son emploi. Chloé a perdu tous ses clients. Ils ont dû tout recommencer. Je digérais l'information. Adrien et Chloé. Les deux architectes de tant de destruction avaient simplement fait leur valise et étaient passés à autre chose. Ensemble. Une partie de moi aurait dû être en colère, aurait dû ressentir l'injustice de la chose. Mais au lieu de cela, je ressentis juste une étrange pitié pour eux. Ils étaient piégés ensemble, liés non par l'amour, mais par leur crime partagé. Ils ne pourraient jamais échapper à ce qu'ils avaient fait car ils le verraient toujours se refléter dans les yeux de l'autre. Leur punition? C'était l'un l'autre. J'espère qu'ils trouveront une forme de paix, dis-je. Et les mots étaient vrais. Leur vie n'avait plus d'incidence sur la mienne. Ma colère, qui avait été un brasier ardent, s'était consumée, ne laissant derrière elle que des braises tranquilles. C'est plus qu'il ne mérite, dit Ben. Mais il n'y avait aucune amertume dans sa voix. Juste un constat. Nous restâmes assis en silence confortable un moment. Deux personnes qui avaient traversé la même tempête et échoué sur le même rivage. Ce voyage que tu avais réservé? Dit Ben. Un sourire ironique aux lèvres. Les billets? L'hôtel? Parfois. Je pense au concierge du prince Maurice, debout avec une bouteille de Dom Pérignon, attendant un monsieur et madame Fischer qui ne se présenteraient jamais. Je ris. Un vrai rire sincère. Le premier que j'avais eu en pensant à tout cela. J'aime à penser qu'ils ont donné la suite à de vrais jeunes mariés qui la méritaient. Une fin heureuse pour quelqu'un? Au moins, dit-il en souriant en retour. Alors que nous nous levions pour partir, debout sur la rue animée, un vent d'automne faisant bruire les platanes, je ressentis un sentiment de clôture qu'aucun document judiciaire n'aurait jamais pu fournir. L'histoire n'était plus seulement la mienne. Elle était la nôtre. Et la partager avait divisé son poids par deux. Merci pour ça. Ben, dis-je. Je ne réalisais pas à quel point j'en avais besoin. Moi aussi, dit-il. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait remettre ça un de ces jours? La question flotta dans l'air. Simple et sincère. Ce n'était pas une proposition. Ce n'était pas un rendez-vous galant. C'était une offre d'amitié. Une amitié née des cendres de nos anciennes vies. Une amitié bâtie sur des fondations de vérité. Aussi douloureuse soit-elle. Je le regardais. Cet homme gentil et décent qui avait traversé l'enfer et en était sorti avec sa grâce intacte. Et pour la première fois depuis très longtemps, je pensais à l'avenir non pas comme un projet solo, mais comme quelque chose qui pourrait, un jour, avoir de la place pour quelqu'un d'autre. J'aimerais beaucoup, dis-je. Je souris. Un vrai sourire. C'était comme poser la première pierre d'une nouvelle fondation. Ce n'était pas la vie parfaite que j'avais autrefois conçue. C'était quelque chose de bien plus précieux. C'était réel.